Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour une fois, je ne vous retrouve pas un mardi et un mardi soir. Je vous retrouve depuis l'Occitanie en direct de la Journée mondiale des sols qui dure 6 jours. Journée mondiale des sols qui, depuis 2017, si ma mémoire est bonne, se tient en région. Elle fut à Poitiers, à Vannes, à Nancy, à Marseille, chez moi à Dunkerque. Et cette année, c'est à Toulouse. Petite info, l'an prochain, les JMS, enfin là où JMS, enfin voilà, la JMS qui dure plusieurs jours se tiendra en centre Val-de-Loire à Orléans. Avis aux amateurs bénévoles qui ont envie de s'impliquer pour organiser cette grande affaire. Le but de la JMS, qui est organisée par l'Association française d'études pour le sol, l'AFES, le but, c'est de rapprocher un maximum de gens, de mettre ensemble un maximum de gens afin qu'ils se penchent ensemble sur les sols sous tous leurs aspects. Là, c'est marqué sur l'affiche. Le thème de cette année, c'est la nutrition. Quel sol pour quelle nutrition. L'AFES est une société savante, comme vous le savez sans doute. Si vous ne le savez pas, bien maintenant, c'est fait. Une société savante centenaire qui a statut d'association et qui a besoin d'adhérents, mesdames, messieurs, pour continuer à fonctionner, notamment pour mener à bien le projet de centre de ressources. Donc, adhérer, c'est pas si cher. Et ça sert vraiment à quelque chose. La preuve, ça vous sert à m'avoir devant vous un vendredi matin et même toute la journée finalement. Car je vais enchaîner 3 C dans le sol depuis un bureau de l'ENSAT, l'école d'ingénieurs en agronomie de la bonne ville de Toulouse. Le thème de cette première table ronde, cette table ronde virtuelle, vous avez compris, évaluation des sols, où en sommes-nous? Avec Alain Broman, qui est chercheur à l'IRD au sein de l'UMR Éco et Sol, Jérôme Pelfort et Maria Dolores Montiel Fernandez du laboratoire d'analyse de sol du département de Haute-Garonne, Chantal Gascuel, qui a initié le réseau des porteurs de projets de recherche participative sur les sols, et Philippe Lagacherie, ingénieur de recherche à l'INRAE, Labo LISA, L-I-S-A-H. Alain Broman, on va peut-être commencer par vous. Tout le monde parle d'évaluation des sols aujourd'hui. Enfin, on se met à parler des sols depuis quelque temps. Il y a beaucoup de colloques, de forums sur qu'est-ce qu'on mesure pour les sols. La Commission européenne est en train de réécrire la directive sol avec un gros chapitre sur l'évaluation des sols, de la santé des sols. Faites-nous une petite leçon de choses. De quoi on parle? Qu'est-ce qu'on mesure? Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête? Voilà, quand on mesure les sols, on mesure quoi? La santé, la fertilité, la qualité, la quantité, le temps, que sais-je. C'est à vous, Alain Broman. Faites-nous un petit cours de mesure des sols. Bien. Merci Frédéric, et puis merci donc à la FES de nous avoir invités pour cette table ronde. Je vois qu'on est déjà plus de 140, donc merci aux personnes aussi de s'être connectées. Alors, je vais essayer d'être court. En fait, la santé des sols, ça reflète d'abord une évolution de notre vision du sol. On est passé, en étant extrêmement abrupt, d'une vision, disons, de support physique. C'est un peu la sortie, une vision chimique des sols. Donc, les sols étaient un support de la production végétale, avec la notion annexe donc, de la fertilité des sols. Après, à substituer à cette vision, disons, monopolaire, une vision plutôt multipolaire et multifonctionnelle, où les sols ont été aussi un capital capable de fournir différentes fonctions et services, avec la notion de service écosystémique. Donc là, on est plutôt parti sur une vision fonctionnaliste, avec le pendant qui était le mot qualité, c'est-à-dire le sol. La qualité d'un sol, c'était de savoir quel type de service et quel type de fonction il pouvait pourvoir. Alors, quand je parle de fonction, évidemment, on reste dans la production végétale pour la fertilité, mais ça peut être aussi le fait d'avoir une eau de qualité. Les sols sont un élément filtrant de l'eau. Ça peut être la séquestration du carbone, parce que les sols sont aussi une solution au changement climatique via leur possibilité de stockage du carbone. Ça peut être aussi des services récréatifs. Les sols sont aussi dans notre paysage. Donc, ça peut être C'est même difficile d'évaluer un sol, c'est multifactoriel. Est-ce qu'il faut tout mesurer ou alors on peut prendre certains paramètres et pas d'autres?
Qu'est-ce qui Ouais. fait une Alors, bonne analyse de je sol? vais juste finir un petit peu Oui, pardon. avant, et j'essaierai de répondre à ça, Frédéric. Et donc, parce que je ne suis pas arrivé encore à la santé. Et donc, là, je parle des années 2000, 90, jusqu'à peu près 2010. 2010, on a aussi une vision plus biologique. On parle de sol vivant. On en parlait un peu avant, mais disons que avec disons, l'augmentation des préoccupations environnementales, c'est quelque chose qui a monté en puissance, notamment dans la société civile, mais aussi dans la sphère des scientifiques. Hein. Il y a beaucoup de scientifiques qui s'intéressent à la biologie du sol, à la diversité de ce qui y vit et à leur interaction. Et donc là, cette notion d'un sol vivant, capable de produire des fonctions à travers cette biodiversité, c'est à l'origine un peu de la santé des sols. Donc voilà, j'ai essayé un peu Mais c'est de parfait. qualifier un peu les trois mots, fertilité, qualité, santé. Alors, comment l'évalue-t-on? C'est ça un peu Ouais, la mais question. je reviens juste deux mots sur la santé. Santé des sols, ça veut dire quelque chose scientifiquement ou c'est très anthropomorphique? On plaque sur le sol nos propres affres, nos propres inquiétudes quant à nous-mêmes, à notre alimentation, pour le coup. Ouais. On fait ça on fait pas que ça que pour les sols. On plaque toujours nos problèmes à peu près en science. Mais oui, oui, vous avez raison. Hein, c'est une notion métaphorique. Alors, est-ce que c'est la première fois qu'on utilise des métaphores? Bah, la fertilité des sols, est-ce que c'est pas une métaphore déjà en soi? Et C'est aussi une métaphore. Le, en science, on n'arrête pas avec les métaphores. Hein. L'empreinte carbone, les trous noirs. Donc, effectivement, dès qu'on a des phénomènes assez complexes à décrire, la métaphore a cette vertu un petit peu de faire un pont entre quelque chose de très complexe qui mettrait des heures à décrire et un public qui n'a pas forcément envie de vous entendre pendant quelques heures. Et donc, moi, pense que les métaphores, c'est un bel objet. Et d'ailleurs, on a travaillé là-dessus. On a fait toute une journée sur les métaphores du sol. Et franchement, par exemple, il alors, y a des qu'est-ce qu'il gens en qui… sort? Qu'est-ce qu'il en sort? Ça m'intéresse. Quelles sont les métaphores du sol qui Ben, reviennent en le plus? fait, d'abord, les métaphores, c'est une manière de communiquer avec le public, une forme de communication non violente, parce que chacun a une vision du sol et se l'approprie. Ouais. Il n'y a pas un sachant ou il y a quelqu'un qui me dit, par exemple, ben, moi, je vois le sol comme une banque, c'est-à-dire à la fois comme un capital et la fertilité, ça sera les intérêts. Donc, si on attaque le capital, eh ben, on va avoir des Mhm. intérêts qui… Ça, tout le monde peut Je trouve que comprendre. c'est intéressant de voir ça comme ça. Quand j'étais en Afrique, c'était un griot. Donc, le griot, c'est la culture, c'est aussi capital culturel. Donc, ouais, et ça permet effectivement à travers, parce que c'est très culturel, hein, les métaphores, évidemment. Donc, ça permet aussi d'englober une vision. Alors, vous disiez, est-ce que c'est un terme scientifique? Voilà. Est-ce que la Alors, santé des sols recouvre quelque chose de robuste pour vous, chercheurs? d'abord, il y a un corpus de papiers sur la santé des sols. Donc, on a un cadre scientifique de la santé des sols. Il y a des gens qui contestent. En gros, il y a deux gros arguments de la communauté scientifique sur la santé des sols. Un, le sol n'est pas un organisme. Donc, cette métaphore n'est pas forcément opérationnelle. Le sol n'est pas un corps vivant, parce qu'il y a une partie quand même minérale, la pédogénèse. Enfin, il y a ici des gens bien plus savants que moi là-dessus. Philippe ne me contredira pas. Mais donc voilà, c'est l'interaction du vivant et du minéral qui fait le sol, en gros, en étant très aussi encore abrupt. Mais j'ai un peu perdu mon sens. Mais donc, le deuxième argument sur lequel les gens en croient un peu, c'est qu'effectivement, la complexité, refléter en un mot toute la complexité du sol pose problème. La santé ne regroupe pas l'ensemble, justement, de cette complexité du vivant, du non-vivant, de la pédogénèse, D'accord. Mais moi, je suis un partisan de ce mot-là parce qu'effectivement, il fait sens et c'est un élément de communication important. Alors, est-ce que c'est un élément scientifique? Moi, je trouve qu'en fait, c'est pas si important de savoir ça. Ce qui est intéressant, est-ce qu'on peut faire de la bonne science avec ce mot-là? C'est peut-être ça qui est le plus important pour moi. Et Et je pense que oui. est-ce que de la même façon qu'on définit la santé humaine à quelques paramètres, on fait une prise de sang, on mesure le cœur, la tension, etc., est-ce qu'il suffit de mesurer quelques indicateurs pour avoir une idée de la bonne santé des sols, ou alors il faut vraiment faire une analyse en profondeur, à tous les sens du terme? Alors, c'est une question compliquée. En fait, il n'y a pas une santé des sols, il y a Ah, plusieurs santé des sols parce que le problème de la santé des sols, c'est qui la demande. Est-ce que c'est quelqu'un qui va construire, voilà, si vous avez un plan d'aménagement d'un système, est-ce que le sol va supporter un camping, une zone d'aménagement, une zone agricole, parce qu'il n'y a pas que l'agriculture hein, pour le mhm. sol.
Donc, cette vision est forcément subjective. Mhm. Pour un apiculteur, il préfère un sol qui supporte une plus grande biodiversité pour avoir effectivement une diversité de miel. Pour quelqu'un des grandes cultures de la Beauce, le sol va avoir une principale propriété de production végétale et durabilité. Donc voilà, donc en fonction de ces critères-là, vous n'aurez pas forcément les mêmes indicateurs. Donc D'accord. ça, c'est pour ça que je ne suis pas… alors après, si on n'est que dans le monde agricole, parce que c'est quand même un peu ce qui nous occupe aujourd'hui, oui, on peut avoir des indicateurs de fonction, parce qu'on a vu que ce soit qualité ou santé des sols, c'est quand même une vision fonctionnaliste, donc c'est la propriété des sols à remplir des fonctions et des services. Mhm. Effectivement, il y a des indicateurs sur le carbone, il y a des indicateurs sur la structure du sol, il y a des indicateurs sur le nutriment, il y a des indicateurs aussi biologiques, par exemple, sur tout ce qui est Mhm. parasites, donc gestion des ravageurs. Mhm. Donc effectivement, le mieux, c'est d'avoir un panel et en fonction de vos questions, mais il n'y a D'accord. pas, voilà, il y a pas des indicateurs, on pourrait dire une liste qu'on transmettrait comme ça pour tout le monde. En tout cas, c'est encore un débat. Bon, en tout cas, c'est là où se termine l'anthropomorphisme. La santé humaine, a priori, c'est des paramètres objectifs. La santé des sols, tout dépend de ce qu'on veut en faire et on ira chercher les indicateurs qui conviennent. Exactement. Merci. Philippe Lagacherie, il y a parmi tous ces paramètres, parmi tout ce que l'on peut mesurer, il y a la cartographie dont vous vous occupez. Alors, je suis très surpris, enfin, je fais semblant d'être surpris, parce que la carto, on en fait depuis longtemps, du satellite, de l'avion, du lidar. A priori, nous qui savons envoyer une bombe à 5000 km sur un pick-up au fin fond de l'Afghanistan, on a des cartes détaillées au centimètre près. Et en fait, non, pour les sols, il y a encore un peu de boulot à faire. Il faut mettre le micro, Philippe. Voilà, il suffit de brancher le micro. Voilà, Philippe. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a des difficultés avec le sol et on pourrait penser que tous les pédologues qui sont succédés depuis des décennies sont un petit peu des feignants qui n'ont pas réussi à faire ce qu'on leur avait demandé de faire. Alors, c'est pas exactement ça. Je me fais l'avocat de cette profession en étant moi-même un pédologue. Il y a des éléments objectifs qui nous font dire que le sol est difficile à mesurer. Le premier, ben, on vient d'en parler, c'est que Mhm. déjà, il faut savoir ce qu'on mesure. Le coût des mesures est très important. Et aussi le sol, à la différence de beaucoup d'objets du paysage, comme la végétation, enfin, tout ce qui est occupation du sol, le relief, tout ce que l'on peut très bien automatiser, bien voir avec de la télédétection, ben, le sol, il a une épaisseur. Parce que si on veut Ouais. vraiment prendre en compte le sol, ce n'est pas les premiers centimètres, c'est même pas les 30 premiers centimètres, c'est vraiment la partie superficielle de l'écorce terrestre qui va jusqu'à la roche-mère, c'est-à-dire en moyenne à 2 mètres de profondeur. Il ne faut quand même pas Donc faire des prélèvements ça veut dire que jusque-là. Si? eh ben, pour accéder au sol, il faut le regarder déjà, il faut faire Ouais. donc, donc, en fait, on a un jeu un petit peu compliqué qui consiste en fait, avec très très peu d'informations locales, à essayer de combler les trous et à prédire toutes les propriétés, y compris les propriétés de surface et de profondeur. Sachant que, en plus de ça, le sol est un objet assez capricieux qui est en fait influencé par énormément de facteurs à différentes échelles, le Mhm. climat, la topographie, l'occupation du sol, l'historique de ce qu'on lui a fait subir par les pratiques, et que tout ça fait une interaction assez complexe. Et en fait, ça fait des années qu'on se creuse la tête pour essayer de dépatouiller tout ça. Alors, quand on est sur le terrain, pédologue cartographe avec sa tarière, c'est un jeu assez rigolo qui consiste à faire une enquête de police pour savoir ben, qui a fait le sol, quel a été le facteur le plus important, qui est responsable du fait qu'il soit hydromorphe, qui est Mhm. responsable du fait qu'il soit caillouteux. Et avec ça, on arrive à se faire un modèle mental. Mais ça, c'est très, très lourd à faire. C'est pour ça que malheureusement, les pédologues, ils ne sont pas allés partout. Et il y a des cartes qui sont très bien à certains endroits, mais on a encore besoin de progresser pour avoir à la fois des cartes exhaustives et aussi précises. Ça veut dire, Philippe, donc, il ne faut pas se contenter du satellite et de l'avion, il faut aller sur le terrain. Mais vous êtes aidé quand même. Il y a les plans de cadastre et il y a l'historique des parcelles agricoles qui est a priori connu au moins des SAFER, ou je me trompe complètement. Il y a quand même une enquête Euh, de terrain à faire, comme vous dites.
Alors, c'est très partiel parce que Ouais. l'historique des parcelles, quand on s'adresse à ce qui impacte le sol, c'est des choses que n'ont pas les SAFER. C'est la fréquence des labours, c'est est-ce que le sol a été amendé, en quelle année, avec quoi. Malheureusement, on n'a pas ça de façon. On peut l'avoir sur un site expérimental, sur un bassin versant expérimental comme on a dans certaines unités de l'INRAE, mais on ne peut pas l'avoir sur l'ensemble du territoire français. C'est encore prématuré. Et il faut remonter des fois à des historiques très importants, puisqu'en fait, c'est une accumulation de facteurs qui se superposent les uns les autres et qui donnent quelque chose d'assez complexe. Donc, pour avoir fait cette enquête un petit peu de police quand on est sur le terrain, je peux vous dire on est obligé des fois de remonter très, très loin et de faire des raisonnements compliqués qui combinent des hypothèses un petit peu hasardeuses, mais qui tiennent la route quand on fait notre carte. Encore faut-il s'être creusé les méninges et il n'y a pas beaucoup de pédologues pour se creuser les méninges sur ce genre de choses. D'où notre problème d'en avoir pas rempli notre fonction, d'avoir donné de l'information pédologique Oui. précise pour tout le monde. Mais il y a de l'espoir parce Pourtant, qu'on essaye, je ne sais pas si je continue, mais on essaye, disons, de travailler sur des modèles numériques pour améliorer les choses. d'accord. Question toute bête, si on ne fait pas cette enquête de voisinage, cette enquête chronologique, historique, qu'est-ce que ça change sur le résultat final? Est-ce que ça influence beaucoup l'analyse qu'on va faire des sols derrière? Ben, tout à fait, parce qu'en fait, on va faire une espèce de caricature de la variabilité des sols en prenant un D'accord. paramètre et en disant ben, ce paramètre, c'est celui qui est le plus important, donc on va spatialiser avec celui-là. Bon, par exemple, je sais pas, on pourra dire la température. Voilà. Le carbone est influencé par la température. Alors, c'est vrai, dans la littérature, ça se voit. Mais si on prend que la température pour essayer de spatialiser les sols, ben, en fait, on va louper des tas de choses sur la variabilité du carbone dans le sol. D'accord, ça me rappelle un de mes mémoires de fin d'études. J'avais travaillé sur une parcelle de l'INRA et on était stupéfait de voir des taux de métaux lourds très élevés. Et en fait, l'INRA, à l'époque, avait oublié de nous dire qu'il y avait un dépôt de batterie au pied dans une sapinière, voilà, qui avait influencé tous les résultats. Et une fois connu, je comprends mieux ce que vous me dites, et bien on a pu éliminer ce bruit de fond. Voilà. C'est juste pour faire mon malin un petit peu, hein, Philippe, vous me pardonnerez. Mesdames, Messieurs, vous pouvez poser vos questions. Il suffit d'aller sur Q et R comme questions et réponses. D'ailleurs, il y en a, tiens, une de Maïwen Mollet. Le taux de matière organique serait-il, je le mets au conditionnel, l'indicateur numéro 1 dans l'évaluation d'un sol, Alain ou Philippe? Est-ce que le Moi, taux de matière organique est l'indicateur numéro un? Ouais. Alors, je dirais oui et non. Ah, Pour être. En fait, alors ça n'engage que moi, mais la matière organique ne fluctue pas à des pas de temps rapides. Elle est, disons, 5 ans, 10 ans. Disons que si vous voulez mesurer l'impact de votre pratique sur la matière organique, bah, il va falloir attendre un certain nombre d'années. Donc, c'est un facteur extrêmement important, hein. C'est un facteur agrégeant. La matière organique, c'est à la fois, ça affecte la structure du sol, ça affecte le cycle de nutriments. Donc, c'est l'énergie en fait du système, hein, souvent comme on dit pour la biodiversité. Donc, c'est central. Mais maintenant, en tant qu'indicateur, on cherche des indicateurs un peu dynamiques. Est-ce que c'est un indicateur dynamique? Non, ce n'est pas un indicateur dynamique. Donc, c'est bien, par exemple, si vous mettez une pratique de faire un T0 en matière organique et 5 ans ou 10 ans plus tard, tous les 5 ans, par exemple, faire une mesure, mais peut-être mesurer du carbone qui est un peu plus labile. Par exemple, enfin, il y a des méthodes pour mesurer du carbone labile qui, lui, va bouger un peu plus vite, quoi. Je ne sais ouais, pas si j'ai pour répondu à cette compléter, question. ouais, rapidement, Philippe. oui, pour compléter un peu la réponse, je pense que de mon point de vue, pour ce qui me concerne, ce n'est pas la santé des sols, c'est plutôt la qualité des sols et le potentiel des sols, regarder simplement la matière organique, c'est très, très insuffisant. Parce qu'en fait, un sol, c'est fait de plusieurs propriétés qui prennent leur part dans les services écosystémiques qui sont rendus, hein. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on ne parte pas avec l'idée que le sol peut se résumer à un taux de matière organique. C'est bien plus que ça.
Très bien, voilà qui est dit. Maria Dolores Montiel-Fernandez et Jérôme Pelfort, bonjour, vous êtes en duo. Bonjour. Euh, Bonjour. le laboratoire d'analyse de sol du département de Haute-Garonne. Il y a donc un département qui a mis en place un laboratoire de sol, ou c'est un autre département, ou c'est un laboratoire déjà existant qui progressivement travaille sur le sol. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Comme tu veux. En fait, nous, c'est laboratoire, notre principale activité, c'est l'eau, l'environnement, la santé animale, santé des végétaux et l'air. Et effectivement, progressivement, on analyse de plus en plus les sols, mais c'est dû à une demande. De qui sont vos clients, entre guillemets? À la base, notre premier client, c'est nous. On en avait besoin pour C'est d'autres vous-même. secteurs d'activité. Voilà. On avait besoin pour un autre secteur d'activité d'avoir une analyse de sol. Et donc, on l'a développé principalement au départ pour nous. Et ensuite, on l'a proposé au monde agricole en tant que service public. On s'est dit que ça pourrait être intéressant que l'on fasse bénéficier des outils du laboratoire départemental au monde agricole avec qui on bosse régulièrement sur d'autres secteurs. Mais parce qu'il y a un marché naissant dans le monde agricole, ou vous voulez marcher sur les plates-bandes des bureaux d'études? L'idée, c'est pas de marcher sur les plates-bandes de quelqu'un, c'est qu'effectivement, il y a un marché d'analyse de sol et qui soit pas si développé que ça. Les agriculteurs n'ont pas encore trop l'habitude de l'utiliser, mais il y a de la demande et on est un département quand même agricole. Donc, on a voulu proposer ça aux agriculteurs avec qui on travaille en premier et ensuite l'élargir grâce au réseau du département. Ça rentre dans le cadre de nos missions d'assurer la qualité de l'eau, la qualité de la santé alimentaire. Et si maintenant on commence à parler de la santé des sols, on a notre rôle d'assurer cette qualité des sols. Alors justement, ils vous demandent quoi, les agriculteurs? Ils veulent évaluer quoi? La santé de leur sol, leur potentialité, leur fertilité? Et est-ce que cette demande évolue avec le temps? La demande évolue dans le sens où souvent, dans le passé, on faisait une analyse de sol pour voir quelle était la cause d'un accident culturel. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus une volonté économique, on va dire, de rendre le sol plus rentable en utilisant moins d'intrants, donc en étant plus fin sur ces intrants. Et pour ça, il faut savoir ce qu'on a déjà dans le sol. D'accord, c'est un calcul économique, de plus en plus, vous dites. Trop d'intrants. Pour la plupart, oui, c'est un calcul économique, souvent orienté par un conseiller agricole qui va aider l'agriculteur à choisir les bons paramètres pour essayer d'avoir un sol le plus efficient possible pour son activité, qui est la production d'une culture. Donc là, vous illustrez les deux propos précédents, vous répondez à la demande des agriculteurs et selon cette demande, vous allez développer, déployer tel ou tel indicateur, telle ou telle mesure. Exactement, voilà. Avec pour l'instant un panel un peu limité au sein du laboratoire puisque on s'est lancé dans les analyses de sol il y a tout juste 2 ans au moment du Covid, donc on n'a pas pu non plus trop se développer. Mais effectivement, on est à l'écoute de la demande des utilisateurs du sol, que sont les agriculteurs, pour développer les paramètres qui les interrogent le plus. Qu'est-ce qui les interroge le plus? Le physico-chimique, la structure, la biologie? Allez savoir. Maria Dolores. Pardon, Jérôme. Oui. Pour l'instant, on est essentiellement sur la physico-chimie. Maintenant, l'environnement est pris de manière plus complexe et la biologie commence à être une question de plus en plus prépondérante pour les agriculteurs, toujours bien aidés par des conseillers agricoles qui ont les formations, qui ont les connaissances pour les orienter là-dessus. Effectivement, la biologie va être sûrement dans les mois et les années à venir le point clé à développer pour des laboratoires comme le nôtre. D'accord, mais avec quels indicateurs biologiques vous pensez mesurer quoi et qu'est-ce qui intéresserait, qui parlerait aux agriculteurs, Maria Dolores? À l'heure actuelle, si on se base sur ce qu'on fait sur les boues, il faudrait d'une première part regarder quels sont les micro-organismes pathogènes qu'il y a dans les sols, mais dans un deuxième temps, il faudrait regarder la biodiversité globale. Mais là, ça m'étonnerait que ça devienne une analyse réglementaire
parce que nous, en fait, toutes nos analyses sont réglementaires. Et en fait, ils sont demandés soit par le ministère de l'Agriculture, soit par le ministère de l'Environnement. Et je pense qu'il reste beaucoup de temps avant que les analyses des sols soient réglementées avec une obligation de faire des analyses des pathogènes ou des composants polluants aussi. Donc, nous, on analyse les sédiments pour l'agence de l'eau et on a un tas de molécules qui sont c'est des polluants. Et on pourrait utiliser toutes ces technologies qu'on utilise dans les sédiments pour les sols. Mais il faudrait quand même que ce soit une demande obligatoire. Pour analyser les micropolluants, par exemple. Voilà. On pourrait traspasser ce qu'on sait faire dans les sédiments au sol. Mais pour l'instant, on ne le fait pas. Il y a une question pour vous de spectateurs anonymes. Voilà, donc je ne sais pas qui c'est. Y a-t-il d'autres conseils départementaux qui ont ce type de laboratoire? Jérôme et Marie Dolores. Oui, il me semble que d'autres départements ont ils n'ont pas forcément un laboratoire comme le nôtre, mais on travaille par exemple avec le GERS qui a depuis longtemps, qui fait depuis longtemps les analyses de sol, surtout à destination des viticulteurs. Donc il y a une plus grande ancienneté que nous dans le domaine de l'analyse de sol et avec qui on travaille régulièrement. Oui, dans le département de l'Aisne aussi, il y a un laboratoire départemental qui fait des analyses des sols depuis longtemps. Ouais. Et après, il existe des chambres d'agriculture aussi qui ont pu avoir en leur sein des laboratoires ou qui travaillent avec des laboratoires de manière étroite. En tout cas, les questions qu'on vous pose en termes d'analyse de sol demandent une réponse très pratique, finalement, y compris en biologie. On va épandre des bouts de stations d'épuration. Je veux une analyse microbiologique. Ce n'est pas une étude générale, globale, pour avoir la carte d'identité d'un sol. On répond à une demande très précise pour un objectif très précis. Oui, toujours. Oui, nous, on est certainement là-dessus sur du concret et du travail à fournir par le sol, pour le sol. D'accord. Chantal Gasquel, vous avez patienté, je vous en remercie. Faire une étude une étude globale de sol sans objectif derrière et avec le coût que ça comporte, c'est un peu compliqué. Finalement, vous avez trouvé la martingale, c'est de faire participer les paysans au travail des chercheurs et inversement, les sciences dites participatives. C'est bénéfique pour les deux, à la fois les chercheurs et les agriculteurs qui sont finalement au même niveau, qui partagent les mêmes connaissances, qui s'influencent l'un l'autre. Et bonjour à tous. Oui, c'est l'objet des sciences et recherche participative. On parle des deux. Et un projet de sciences et recherche participative doit être conçu pour être intéressant pour la société et pour la recherche. Et finalement, c'est très important au départ d'un projet de bien penser les deux finalités. Et voilà. Et donc, sur le sol, eh bien, on commence à avoir des projets. Donc, on a commencé à réfléchir, comme vous l'avez dit au début, il y a quelques années, sur développer des projets de sciences et recherche participative sur les sols. Et progressivement, eh bien, c'est allé en montant, en fait. Donc en 2021, on a fait un petit bilan et il y avait une vingtaine de projets, deux très anciens d'une dizaine d'années et d'autres plus émergents. Donc, c'est vraiment une voie qui intéresse et la société et la recherche. D'accord. J'ai oublié de préciser que vous travailliez pour l'INRA et voilà. Oui. Vous dites une vingtaine de projets de recherche, c'est ça? En sciences et recherche participative. D'accord. Et que c'est monté crescendo. Il y a une demande de plus en plus forte, mais qui vient des chercheurs d'abord. Vous dites de la société, mais est-ce qu'elle vient aussi des agriculteurs qui viennent taper à votre porte en vous disant il faudrait travailler là-dessus ensemble? Ce sont des partenariats qui se montent. Alors, qui est l'œuf, qui est la poule, voilà, ça n'a pas vraiment d'importance en fait. Dans le groupe que nous avions monté au départ, on avait essayé d'avoir
à égalité les deux composantes. Et dans le colloque qu'on a organisé sur sol et sciences participatives, on avait à égalité les deux composantes. Il faut bien que les deux composantes se parlent vraiment dans un dialogue riche, de manière à penser finalement les projets pour la recherche et pour la société. C'est vraiment très important d'avoir ces deux-là. Alors, vous dites les agriculteurs, mais il n'y a pas forcément que les agriculteurs, hein. On peut avoir, par exemple, les services de l'État avec les dispositifs d'éducation. On peut avoir les collectivités territoriales, les parcs nationaux, les ONG environnementales, les chambres d'agriculture. Voilà, c'est vraiment, suivant les projets, les partenariats sont, on l'a vu, hein, sont assez divers. On l'a vu parce qu'en fait, on a mené pour le colloque de 2021 une enquête. Et dans cette enquête, on a essayé de regarder à quoi s'intéressaient les projets, avec qui ils étaient montés, quelles étaient leurs innovations. Donc, on a quand même une vue en France assez bonne, en fait, hein, des projets de sciences participatives sur les sols. D'accord, donc c'est des projets. Parmi ces projets, il y en a où tous ces projets comportent une part d'évaluation des sols, apprendre à évaluer un sol, apprendre à utiliser les outils d'évaluation des sols, apprendre à analyser les analyses que l'on a faites. Chacun y participe à ça. Oui, alors pour la société, on voit que le sol est vraiment un inconnu, c'est une découverte. Et pour nous, l'intérêt, c'est de proposer pour le sol et par le sol un parcours de découverte aussi de la démarche environnementale, de la démarche scientifique. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et puis ça peut passer par des propriétés physico-chimiques ou de l'écologie, hein, voilà, suivant les projets. Pour la recherche, eh bien, il y a des fronts pionniers qui sont énormes. On en a parlé là avec les deux collègues. Voilà, qu'est-ce que c'est mon sol à l'endroit où je vis reste une inconnue. On a la carte de 150 millième qui couvre la France, mais ça, c'est un inconnu. Il y a des espaces qui sont peu accessibles, hein, des espaces privés, les jardins. Voilà, donc il y a des fronts pionniers de sciences et il y a des espaces pas faciles à accéder. Et tout ça fait que sont des éléments de motivation pour la recherche. D'accord, mais les gens qui participent, quels qu'ils soient à ces programmes, comment dirais-je, vous les formez à la base de la science des sols, vous les formez à la base des statistiques, de l'analyse. Il faut commencer par ça avant de travailler ensemble véritablement? Non, pas du tout. Au contraire, finalement. Alors, ce qui est quand même historiquement, ce qu'on peut apprendre, c'est qu'il vaut mieux travailler avec des organisations qu'un citoyen lambda. Le citoyen lambda, il est perdu en fait, hein. Il a des repères, voilà. Donc, s'il est accompagné, voilà, dans un cadre d'association, dans un cadre de collectivité, ça se passera beaucoup mieux. Et puis, pour lui, hein, voilà. Et puis, finalement, c'est vrai pour le sol. Encore plus vrai pour le sol, je dirais, que pour d'autres composantes de l'environnement, il a besoin d'être accompagné. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le projet se déroule, il y a besoin d'un retour d'expérience qui s'organise sous la forme d'ateliers, de nouveaux électeurs, qui permet à la fois de motiver, mais aussi de former au pas à pas les personnes qui acceptent de travailler dans des projets de sciences participatives. Donc, il faut bien former à un moment ou à un autre quand même. Oui. Enfin, former, accompagner, enfin, ce sont des mots qui sont déclinés un peu différemment suivant les projets. Oui. Ouais. Jérôme Pelfort, Maria Dolores Montiel-Fernandez, il y a une technicité, une complexité des analyses, de la démarche, de la méthodologie. Vous formez à cette complexité vos clients, usagers, je ne sais pas comment vous appelez les agriculteurs qui vous contactent. Par rapport au prélèvement? Ouais. À l'interprétation des résultats, à comment ça va se passer, ça peut faire peur une analyse de sol, non? Ou alors, il n'y a pas de question. On ne forme pas forcément les exploitants. On a la chance de faire partie d'un département avec une trentaine de conseillers agricoles qui suivent les agriculteurs au quotidien. Donc, pour les prélèvements, en général, c'est nous qui faisons les prélèvements ou les conseillers agricoles que l'on a formés effectivement pour avoir un prélèvement le plus représentatif possible. C'est quoi un prélèvement représentatif?
Voilà ce que j'allais dire. C'est compliqué à déterminer. C'est en discussion avec l'exploitant agricole par rapport à ces parcelles, à l'historique, justement, comme disait Monsieur Lagacherie, de l'exploitation, du travail du sol qui est fait, de tout ce qui a pu être fait dans le passé pour avoir un point de prélèvement qui soit le plus pertinent possible, en fonction aussi de ce qu'est la demande de l'agriculteur. Donc, on ne forme pas spécialement les exploitants, mais plus les gens qui les entourent, comme les conseillers agricoles du département, pour le prélèvement et aussi après derrière pour l'accompagnement sur l'interprétation de l'analyse. Philippe, un bon prélèvement, il doit se faire à quelle profondeur ou la question en fait, encore une fois, ça dépend ce qu'on attend du sol, donc c'est une question un peu complexe, mais il doit se faire à différentes profondeurs selon que le sol varie. Donc, il y a effectivement l'horizon de surface qui est très important, hein, puisque c'est l'horizon qui est au contact de l'atmosphère, c'est celui qui, le premier, accueille les plantes. Donc, bien sûr, cet horizon est important, mais ce n'est pas le seul. Et les horizons qui sont dessous sont aussi à analyser, parce que souvent, ils sont différents de l'horizon de surface, et ils participent à certaines fonctions du sol, comme par exemple à la rétention en eau. On a besoin donc là de faire une analyse un peu plus complexe, y compris des horizons profonds du sol, même si c'est un petit peu plus difficile à aller chercher. D'accord. Et tout ça coûte très cher, non? Oui, ça coûte très cher. On a dans un récent rapport, on a évalué le coût complet d'une caractérisation des sols à 1 800 €. Tout compris, expert, observation, creusement du pour combien de profil, prélèvements ou analyse quelle complexe. surface? Combien de prélèvements ou quelle surface? 1 800 €. 1 800 €, on a compté une moyenne de 5-6 prélèvements sur les différents horizons du sol jusqu'à 2 mètres. Alors, c'est une valeur maximale, hein, mais c'est pour donner un petit peu l'ordre d'idée sur le fait qu'effectivement, caractériser quantitativement un sol est compliqué. Alors, je modère cette annonce par le fait que déjà, en regardant le sol, on peut dire beaucoup de choses. Ah oui. Si on n'a pas des analyses au milligramme près, il y a des choses qu'on peut dire. Dans les banques de données, on a plein de caractérisations qualitatives du sol, sur sa profondeur, sur son taux de cailloux, sur sa texture. C'est déjà des choses qui sont intéressantes, au moins pour la qualité des sols. Je ne parle pas de la santé des sols dont parle Alain, où là, effectivement, là, par contre, on a besoin de données quantitatives et de suivi. Mais pour caractériser déjà la morphologie d'un sol, on a déjà pas mal de données, enfin, où on peut recueillir des données par l'analyse qualitative. D'accord. Donc, mettre les deux pieds dans les bottes et regarder entre ces bottes, voir ce qui se passe. Mais tout ceci s'apprend quand même. Il y a des programmes de sciences participatives qui s'occupent de ça, Chantal Gascuel, d'observer simplement, la surface des choses, si j'ose dire. Alors, oui, il y en a. Alors, à la surface des sols, je parlerai de l'écologie qui est à la surface des sols. Voilà. Le programme Jardin Biodive, par exemple, il est à la surface. Le programme Clé de Sol, qui est un programme qui démarre, regarde plusieurs horizons du sol et insiste. Et on a les variables plutôt physico-chimiques, la couleur, le pH, la profondeur, voilà. Donc, finalement, suivant les programmes, suivant aussi les partenariats dont on va aller à la surface plus profondément, on va regarder telle ou telle variable. C'est assez divers et c'est pour ça qu'on a souhaité monter un réseau de manière à ce que ces projets se parlent, s'enrichissent, que l'expérience des uns profite à l'expérience des autres et que finalement l'offre des protocoles soit un petit peu partagée, discutée entre les chercheurs et la société. Si je peux me permettre, je veux rebondir sur ça coûte cher et les analyses de terre. J'ai suivi en tant qu'INRAE le GIS-SOL, qui est un GIS qui comprend 9 membres, qui est national, qui collecte l'information sur les sols. Et dans GIS-SOL, il y a un programme qui est intéressant, c'est la base de données des analyses de terre. Et donc, il y a l'idée, finalement, de former en collectant, mais aussi de former en regardant
l'image nationale des analyses de terre. Et je trouve que je parle de ça parce que finalement, il y a différents niveaux de formation, de collecte, d'agrégation, de partage d'informations qui doit s'envisager pour bien évaluer les sols. Il y a une question pour vous d'Alain de Scorail, Chantal Gasquel, qui est agriculteur, qui sera à la plénière de clôture avec nous mardi. Il y a des agriculteurs précurseurs dans le changement des pratiques agricoles et il faut que les chercheurs donnent une crédibilité aux résultats que l'on constate sur le terrain. Ce n'est pas de la science participative, ça justement, l'agriculteur suivi par le chercheur. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des projets qui sont vraiment là-dessus. On en a eu plusieurs exemples lors du colloque de 2021. Et je vous invite à aller voir, parce qu'on a fait un beau travail avec la FES de communiquer sur ce qui avait été produit lors de ce colloque. Et toutes les fiches qui sont sur ces projets sont sur le site de la FES. Donc, l'agriculteur peut aller voir ces fiches et il verra qu'il y en a qui sont vraiment sur aller de l'observation des sols à quelles fonctions on peuvent avoir ce sol et comment la gestion du sol peut l'améliorer. Je pense au projet Agrinov, par exemple, où on a vraiment des groupes d'agriculteurs, Ecovitisol aussi, qui est des groupes d'agriculteurs accompagnés pour observer le sol, mais dans le but d'accompagner une bonne gestion du sol. Ecovitisol, c'est Lionel Rangeur, non? Oui, c'est ça, oui, tout à fait, oui. Voilà. Ce sera sur le troisième webinaire à 14h30. Mesdames, Messieurs, encore une question pour vous, Chantal, de Karine Barbier. Pouvez-vous donner un exemple de projet de sciences et recherche participative avec une association ou une collectivité locale? Alors, j'aimerais bien j'en prendrai deux, par exemple. Ouais. Le plus ancien, un des plus anciens, qui est l'OPVT, l'Observatoire des vers de terre. L'Observatoire, au début, a travaillé avec beaucoup de citoyens et là, il travaille avec les services des jardins des villes. Et on avait eu un exemple sur la ville de Pantin. Et c'était très intéressant parce que, finalement, l'observation des jardins des villes permettait d'engager une meilleure gestion des sols de ces jardins. Vraiment un partenariat très ciblé et très exemplaire, en fait. On pourrait en avoir un autre, Apolline Auclair, Jardy Biodive, elle travaille avec les petits débrouillards. Donc, on est plutôt dans un parcours d'éducation. Donc, on a des parcours avec des jeunes, avec des professionnels. Voilà, c'est vraiment assez varié. C'est une grande richesse que d'avoir cette diversité. Merci. Vous êtes 185. Vous progressez au fil de progressez en nombre. La démographie, pardon, augmente au cours de cette table ronde. Alain Broman, on se réfère à quoi quand on fait une analyse de sol? Est-ce qu'il y a des référentiels partagés par tous? Autrement dit, est-ce qu'on sait a priori, selon les usages qu'on en veut faire, ce qu'est un bon sol? Fertile. Alors, voilà, vous avez l'habitude, il y a oui et non, c'est-à-dire il y a quand même une grosse tentative de base de données du GISOL, d'ailleurs qui vient d'être mentionné, et qui est basée sur, je pense que Philippe pourra en parler, le RMQS, c'est un réseau d'analyse de sol sur 16 km². Donc, c'est en gros une grille sur l'ensemble du territoire où on a mesuré tous les 16 km, beaucoup de paramètres, à la fois des paramètres biologiques, physico-chimiques, donc des nématodes, des vers de terre, mais aussi du caldium, des propriétés physico-chimiques. Donc, on a cette base de données sur le sol. Mais bon, c'est une base de données française. Maintenant, on ne l'a pas à l'échelle, par exemple, de l'Afrique. On n'a pas encore à l'échelle. On commence, on a des données carbone à peu près qui commencent à être solides, mais il y en a quand même des grands déficits dont parlait Philippe, en fonction de là où les pédologues ont fait des trous ou de là où les gens ont fait des analyses. Il y a, disons, le maillage de 16 km², on ne peut pas le reproduire du tout à l'échelle, disons, ni européenne d'ailleurs, parce qu'on n'a pas encore été. On n'a pas encore un maillage. Il y a des gens en Allemagne, ils l'ont fait différemment qu'en Angleterre et tout ça. Donc, il y a disons, c'est pour l'instant quelque chose de, je veux dire, comme on dit en anglais, working in progress. C'est quelque chose qui se fait. Je pense qu'il va être remis. Mais en même temps,
je voudrais mettre un petit bémol sur la référence. Alors, je sais que je ne suis pas forcément toujours suivi, mais le problème de la référence, c'est que vous avez 3 ou 4 facteurs. Vous avez le type de sol, effectivement. Ouais. Vous avez aussi le type de culture et le type d'usage. Vous avez aussi, je crois qu'on a déjà un peu parlé, le précédent. Qu'est-ce qui était avant? Donc, avant de pouvoir dire mon maïs de la Beauce, il fonctionne, ou comment je peux le positionner par rapport… là, je parle un peu culture parce qu'on est quand même dans vu le titre de notre… Si un agriculteur il veut comparer sa pratique avec une référence à l'échelle nationale, ça demande une énorme base de données. Donc, pour l'instant, pour qu'il puisse vraiment être en comparaison, c'est-à-dire qu'il va pouvoir… pour comparer, il faut comparer plusieurs facteurs en même temps. Et donc, du coup, votre base de données, vous la fractionnez de plus en plus, quoi. Donc, voilà, c'est la seule… Et donc, de temps en temps, on peut aussi avoir une approche locale et faire une référence locale. C'est-à-dire, vous dites, si vous avez un système naturel à côté de votre système, vous pouvez avoir un bornage en disant, par rapport à ce système naturel où se situe ma culture, ou faire aussi un bornage temporel, c'est-à-dire, je suis en transition agroécologique et je peux savoir d'où je pars et d'où je veux arriver, quoi. Donc voilà, les références, en fait, on peut se les faire aussi un peu soi-même, je dirais, sans forcément attendre la base de données qui va bien. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Si, mais faire les références soi-même à l'échelle d'un territoire quelconque, mais du coup, est-ce que ça rend les choses comparables d'un territoire à l'autre? Non. Quand on veut avoir une vision globale à l'échelle d'un pays de la qualité, entre guillemets, des sols. Oui, non, mais on est dans cette dualité, je dirais, normative, c'est-à-dire l'Union européenne a décidé, c'est très bien d'avoir une loi cadre, que donc 70% des sols étaient dégradés. Par exemple, on peut se poser la question sur quelle base ils se sont posé cette question. 70, pourquoi pas 80, enfin je ne sais pas. Mais par exemple, ce n'est pas tout à fait clair pour moi d'où sort ce chiffre. Par exemple, on dit la FAO, c'est 30% des sols mondiaux dégradés. Donc en fait, à l'échelle européenne, on est beaucoup plus dégradé que les sols mondiaux. Moi, je n'avais pas forcément cette impression quand je me balade dans les tropiques que les sols sont beaucoup moins dégradés que les sols européens, par exemple. Donc voilà, pour l'instant, il y a une espèce de flou artistique sur, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un sol dégradé, à quel niveau, à quel moment on dit que le sol est dégradé ou pas, par rapport à quelle référence. C'est très compliqué. Donc l'échelle locale a cette vertu-là de pouvoir être un peu plus précise qu'une échelle nationale ou une échelle mondiale. Ça rend, donc, l'Union européenne, elle va vouloir un espèce de référentiel. Mais je comprends pourquoi l'Union européenne veut ça, mais en même temps, à l'échelle locale, on peut avoir aussi des référentiels qui soient peut-être plus locaux, qui ne marcheront pas. Moi, je suis à Montpellier, dans des sols extrêmement calcaires, avec des pH 8. Ça conditionne énormément de choses, mais c'est très local. Je veux dire, on ne va pas du tout… donc, comparer un fonctionnement de sol du Larzac avec un fonctionnement des sols de Beauce ou de Brie, c'est compliqué, quoi. Et ça rend, à vous entendre tous depuis tout à l'heure, l'interprétation des résultats compliquée. Non, parce qu'à l'échelle locale, non, je ne suis pas d'accord avec ça. À l'échelle locale, ce n'est pas compliqué. Ce qui va être compliqué, c'est justement de le comparer à quelque chose d'autre de très loin. On peut dire que dans les conditions qu'on a de calcaire, qu'un sol de Larzac fonctionne bien pour un sol du Larzac. Mais je dirais que pour un sol du Larzac. Je ne vais pas le comparer avec un sol qui n'a ni cette profondeur, ni cette caractéristique-là. Donc voilà, moi j'aime bien l'échelle locale, elle ne me dérange pas tant que ça en fait, et c'est souvent ce que demande l'agriculteur. Est-ce que l'agriculteur il est si intéressé de savoir si son sol il fonctionne 10 fois mieux que le voisin dans la plaine de Pau, alors que lui, sur la plaine de Pau, on a des sédiments, des sols noirs, enfin bon, bref. Je ne sais pas, enfin voilà, bon, peut-être qu'il y aura mes collègues ne seront pas forcément d'accord avec ça, mais… On va demander à Jérôme Pelfort et Maria Dolores. Vous accompagnez, je vous repose la question de toute façon, celle que je vous ai posée tout à l'heure. Une fois que vous avez les analyses, vous les livrez telles quelles aux agriculteurs, ou alors vous êtes avec eux pour interpréter ce flot de chiffres, de mesures qui peuvent paraître complètement absconses. Et quels sont vos référentiels, du coup? Est-ce que c'est des référentiels locaux? Ça fait donc 2 questions. Nous, on a un rapport qui fait une pré-interprétation, on va dire, sur les grands ratios qui peuvent exister entre les différents paramètres, mais ça reste quelque chose de très superficiel.
il faut effectivement être sur le terrain avec l'exploitant pour discuter de ses pratiques, de ses besoins, de ses outils, de ses envies, et pour pouvoir interpréter réellement l'analyse. Et ça, c'est le travail d'un conseiller agricole, chambre ou département ou autre, qui va pouvoir être fait, parce qu'il va avoir l'historique avec lui de l'exploitant, il va connaître ses pratiques, ses envies et son sol, et toute l'historique qui est très importante pour arriver à déterminer si le sol fonctionne bien ou pas, et quels vont être les besoins et les enjeux pour les futurs travaux qui vont être faits. Alors, il y a une autre question pour vous, mais je la pose à tous également, d'Alain Scorail. Parmi tous les indicateurs que l'on connaît, quels sont ceux qui sont le plus révélateurs de l'efficacité ou de l'inefficacité des intrants? Là, on est sur du pratique. Je change de pratique, je veux diminuer mes intrants ou passer du minéral à l'organique. Quels seront les bons indicateurs? C'est compliqué à déterminer comme ça. C'est vraiment en discussion avec l'exploitant par rapport à ces changements de pratique qu'on va pouvoir déterminer 3 ou 4 paramètres sur lesquels on va essayer de regarder l'évolution dans le temps pour voir si la pratique a effectivement un effet bénéfique ou pas. Et ça va aller de l'analyse de sol jusqu'au rendement de la culture et à la qualité de celle-ci, quoi. Oui, Alain, Alain. C'est intéressant cette question parce que c'est un point moi, qui m'occupe beaucoup en ce moment. Prenons l'azote. C'est quand même le truc qui a bien marché. On est sorti de la guerre avec une courbe de production. On avait une courbe magique entre production et fourniture azotée. Donc, les reliquats azotés a été quand même un des grands indicateurs de la fertilité. Là, je parle de la fertilité plus que la santé des sols dans ce cas-là. Mais mesurer un stock d'azote, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, c'est extrêmement hétérogène, c'est hétérogène spatialement, c'est hétérogène dans le temps, parce que ça dépend quand vous avez fertilisé, ça dépend de votre texture. Enfin, ça dépend d'un tellement grand nombre de facteurs que c'est vraiment très, très difficile à interpréter. Moi, je travaille à l'IRD, donc je travaille dans les milieux tropicaux. Vous avez énormément de milieux tropicaux où c'est impossible de mesurer de l'azote. Parce qu'en fait, à un moment où il est produit, il est utilisé soit par les végétaux, soit il est lixivié. Donc, en fait, on est un peu dans un… Je vais aller dans un système, je vais avoir de l'azote. Qu'est-ce que je vais en dire? Je vais en dire, s'il y en a beaucoup, peut-être qu'il est stocké et qu'il n'est pas utilisé. Ce n'est pas forcément un bon indicateur. Peut-être parce que cet azote, il va pouvoir environnementalement aller sur la nappe phréatique, ce qui n'est pas forcément superbe. Ou est-ce que c'est plutôt un bon indicateur? Parce que s'il y en a beaucoup, ça veut dire que pour les plantes, ils vont avoir assez d'azote. Donc, en fonction, en fait, même de ma casquette environnementaliste ou d'agriculteur, j'ai peut-être m'interpréter la même donnée de manière un petit peu différente. Donc, vous voyez, c'est pour juste donner une difficulté qu'on peut avoir. Donc, moi, un des points sur lesquels j'aime bien dire, c'est que je préfère les flux que les stocks, souvent, parce que un flux d'azote, c'est plus parlant. Savoir, en fait, si votre sol fonctionne, c'est de savoir si l'azote, il tourne, pas si l'azote est stocké. Donc, voilà, c'est un des oui, points. les flux, c'est la vie, les stocks, c'est la mort, a dit un jour Jacques Thomas, président de la FES. Voilà, je suis thomaliste alors. Thomaliste, voilà. Ben oui. Bon, on l'est tous un peu. Oui, Chantal. Oui, je voulais réagir par rapport à ce que dit Alain, parce que Alain est écologue. Et là, on a travaillé, enfin, en particulier toute la communauté des écologues, de différents organismes ont travaillé ensemble pour essayer de transférer finalement le savoir en écologie dans des laboratoires d'analyse. Et on va avoir très progressivement les analyses de l'écologie des sols qui vont être disponibles. Bon, ça peut coûter ou ça va coûter, mais c'est un progrès. C'est vraiment dans l'air du temps de s'intéresser vraiment à l'écologie et de mettre à disposition du plus grand nombre. Oui, la condition que ce ne soit pas une vision stock encore, parce que si vous dites par exemple la quantité de vers de terre, est-ce que le ver de terre il est actif, est-ce qu'il en diapose, est-ce qu'il est… Voilà, ça ne dit pas forcément le côté… Disons que je me méfie un peu du côté purement quantitatif de l'indicateur. C'est ça que je veux dire un peu comme message. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il y en a que ça veut dire que ça fonctionne, quoi. Un indicateur indique, il n'est pas à prendre au pied de la lettre en valeur absolue. Donc, il en faut plusieurs. Déjà. Et savoir les interpréter, un indicateur n'est pas bon. Philippe Lagacherie, est-ce que les analyses de sol, est-ce que savoir ce qu'il a dans le ventre peut avoir un rôle politique dans le cadre du ZAN, par exemple,
est-ce que le zéro artificialisation net va bénéficier d'analyses de sol de qualité, partagées, de bonnes évaluations, afin de savoir là où on pourra encore construire, là où on ne pourra pas construire, là où on va laisser des sols pour, j'en sais rien, moi, comme des zones d'expansion de crues, là où on pourra… Est-ce qu'on est capable de faire ça? Autrement dit, est-ce qu'une bonne analyse peut, oui, conférer un rôle social, politique au sol? Alors effectivement, vous mettez le doigt sur une des applications actuelles de la connaissance des sols. Alors je ne dirais pas simplement, encore une fois, des analyses des sols, hein, j'enfonce le clou, c'est le cas de le dire, je pense aussi des observations de sols. Hein. Et effectivement, puisque en fait la problématique de la loi ZAN, c'est de protéger les sols souvent sur des laps de temps qui sont beaucoup plus importants que l'utilisation que l'on en fait actuellement. C'est-à-dire qu'on veut savoir pouvoir utiliser des sols dans 100 ans. On ne sait pas tellement pourquoi, mais ce qu'on a vraiment besoin de savoir, c'est de garder des sols qui sont les plus multifonctionnels possibles, c'est-à-dire des sols qui, quelles que soient les décisions qui vont être prises d'utilisation, ces sols vont répondre favorablement à ces utilisations. Donc là, effectivement, le boulot, c'est de relier des analyses de sol, des observations de sol, avec une appréciation de cette multifonctionnalité des sols pour indiquer aux aménageurs d'aujourd'hui les sols qu'il serait intéressant à protéger pour les générations futures. Alors, et bizarrement, et même logiquement, ce n'est pas forcément les sols qu'on attend, c'est-à-dire ce n'est pas les sols qui sont actuellement classés comme bons sols parce que c'est des sols sur les vignobles du Bordelais très qualitatifs ou sur les pruneaux d'Agen. Là, effectivement, il y a des filières pour défendre ces sols-là, donc ils n'ont pas besoin de nous. C'est des sols qui souvent, par contre, ne sont pas du tout protégés par rien du tout. Et on a vraiment besoin de mettre ces sols en exergue de façon de porter à connaissance aux aménageurs la présence de ces sols pour qu'ils fassent attention à ne pas trop les consommer quand ils décident des zonages d'aménagement urbain. Sachant qu'il n'y a pas d'obligation réglementaire à tenir compte des paramètres scientifiques des sols pour faire un PLU, un SCOT ou tout projet d'aménagement. Effectivement, on travaille sur des portées à connaissance, c'est-à-dire aussi on mobilise la responsabilité des gens pour les générations futures, sachant que ce problème de consommation des sols, tout le monde en a entendu parler ces derniers temps, c'est quand même assez faramineux. Pour l'instant, on a des sols en France qui sont très bons et on n'a jamais imaginé qu'on puisse avoir des carences de sol, mais ça peut venir. Ça peut venir et donc il est temps de s'en occuper. Et ça commence, je dis, ça peut venir, mais cette connaissance, cette demande commence à venir dans la tête des élus. Oui, tout à fait. La qualité des sols commence à être derrière leurs yeux, oui. Tout à fait. Dans cette région même où on est actuellement pour fêter les sols, on a eu des demandes de la DRAF, notamment de l'ex-région Languedoc-Roussillon, à l'est de l'Occitanie, qui a eu cette préoccupation très tôt en disant moi je suis confronté à la problématique de cette DRAF, c'était de dire moi je suis confronté et je suis en concurrence avec mes collègues de l'environnement qui ont tout un tas de zonages, les SNIEF et tout ça qu'ils opposent aux aménageurs, alors que nous on n'a rien à part les zonages d'AOC, et alors que l'on sait très bien qu'on a effectivement des sols à préserver. Donc, il y a des gens dans les services publics, mais aussi chez les agriculteurs, qui ont cette conscience de protection des sols et qu'il faut épauler, qu'il faut aider pour pouvoir opposer, c'est le cas de le dire, aux aménageurs des arguments pour dire non, il ne faut pas utiliser ces sols parce que c'est les plus précieux et pour les générations futures, il faut les préserver. Et c'est notre boulot de relier les caractéristiques de sol que l'on a avec ces choses-là. C'est ce qu'on a essayé de faire en Occitanie avec le projet Artisol, notamment.
Projet Artisol, oui. Mais alors, effectivement, le ZAN devrait aider à tenir compte des sols et la directive sol qui arrive, la loi cadre, l'an prochain, normalement, qui sera présentée au Parlement, devrait vous aider aussi parce qu'a priori, elle serait adossée sur des indicateurs de qualité des sols. Chantal Gasquel, j'ai peur de me tromper, mais vous avez cité tout à l'heure des projets de sciences et recherche participative avec les collectivités. Hein. Oui, tout à fait, oui, oui. Avec à connaissance, faire du sol un objet social, finalement, dans la vie d'une collectivité. Dans la vie d'une collectivité, oui, bien sûr, ça, en particulier avec le ZAN, en particulier sur l'écologie. Et là, je citerai le projet CUBS qui travaille avec des grandes métropoles. Et eh bien, on a Montpellier, on a Nantes. Voilà, je suis dans le projet, j'ai peur d'en oublier, mais on pourrait parler aussi du projet alimentation de Dijon, où on a l'idée de relier qualité des sols et alimentation. C'est vraiment des objectifs assez différents, mais les collectivités, oui, et les métropoles, oui également. Donc, c'est vraiment important, et ça peut être sur l'alimentation, ça peut être sur la santé, ça peut être sur le zéro artificialisation nette, voilà, tous ces grands enjeux. C'est une demande des collectivités qui veulent connaître leur sol. Oui, oui. Oui, qui veulent connaître leur sol, qui veulent impliquer les citoyens dans la connaissance de leur sol pour des objectifs qu'ils se sont choisis, des priorités qui soient alimentation, je dirais aménagement, artificialisation, ou qui puissent être aussi, je pense dans le futur aussi, autour de la santé. Hein. Alimentation, santé, il y a des liens. Hein. Justement, vous faites le lien avec le point que je souhaitais aborder. Est-ce qu'on peut objectivement, à partir d'une analyse de sol correctement interprétée avec le bon référentiel, est-ce qu'on peut dire, avec voilà, ce niveau de qualité, vous aurez un niveau d'alimentation? Je reformule ma question. Est-ce qu'on peut faire un lien entre la santé des sols, la santé humaine, entre la qualité d'un sol et la qualité des aliments qu'on va y faire pousser, ou est-ce que c'est vraiment une vue de l'esprit? Est-ce qu'on peut objectiver cette relation ou pas? Je reprendrai ce qu'a dit Alain tout en début en disant que ça dépend de l'objet. Finalement, dans l'aménagement, dans une cour d'école, on va avoir un niveau d'exigence très important et qui est déjà dans la réglementation en fait. Parce que là, ce qu'on va craindre, c'est une contamination directe, c'est-à-dire l'ingestion de sol. Et l'ingestion, on l'a vu aussi sur les animaux, l'ingestion du sol pour les hommes ou pour les animaux n'est pas négligeable. Mais ce qu'on recherche aussi, c'est les contaminations directes avec le transfert par la plante, l'émission vers l'atmosphère ou vers l'eau, qui peuvent aussi avoir des effets plus difficiles à identifier parce que plus indirects. Mais bien sûr, il y a des liens et ce sujet, je dirais, est montant la préoccupation du sol pour des enjeux de santé. Alors, manger des sols, hein, les véganes disent que c'est très bien parce que c'est plein de vitamine B12. Hein. Bon, voilà. Ma fille l'a fait. Alors, mais est-ce qu'à partir d'une analyse physico-chimique et biologique de sol, on peut évaluer le contenu en nutriments d'une carotte ou d'un poireau? Ma question est sans doute très bête, mais est-ce qu'il y a un lien, une corrélation ou ça vaut Là, pas c'est ce qui est dit. On passe un petit peu aussi sur le point de les sols deviennent un capital, mais aussi un capital économique et pour l'évaluation des systèmes sols, une société comme Genesis est exactement sur ce créneau-là. C'est-à-dire, en fait, c'est plus le capital productif sur lequel c'est le capital environnemental. Est-ce que mon sol est sain? Est-ce que j'aurai sur mon pot de blé d'une carotte justement un Nutri-Score sur la carotte, mais j'aurai aussi un Nutri-Sol qui dira est-ce que mon sol il est rouge ou vert? Si c'est vert, évidemment, c'est mieux que rouge. Et ce sera basé en gros sur ce qu'on disait, pollution des sols, donc en gros cadmium, enfin tout ce qui est par exemple ETM ou produits phyto. Ça sera basé sur l'analyse du carbone et ça sera basé aussi sur la biodiversité, mais que la biodiversité microbienne. Donc on est un petit peu. Ce que vous dites, c'est que c'est du marketing en fait. Il n'y a pas de lien. Ah, c'est du marketing. Oui, c'est du marketing, mais c'est du marketing qui marche bien parce qu'effectivement, on est sur le mot santé. Hein, c'est quand même le mot qui marche le mieux dans le monde scientifique. Hein, si on parle de santé des sols, je pense que c'est pas non plus complètement
C'est très sociétal pour ça, parce que quand on parle, enfin, j'ai fait pas mal de communication scientifique, dès qu'on parle de la santé, ça devient un mot surplombant. D'ailleurs, je travaille beaucoup sur la santé des sols, mais je trouve qu'on en parle trop. Alors, de quoi il faut parler, Alain? De quoi il faut parler pour ne pas vous énerver? De quoi il faut parler? Non, mais je pense que c'est bien, mais je veux dire, effectivement, le sol, cette vision One Health, quoi, c'est-à-dire un sol de bonne santé va donner un nutriment de bonne santé, va donner des aliments de bonne santé, va donner effectivement. C'est vrai. C'est le programme de l'ONU. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une vision, disons, beaucoup plus synthétique de la santé humaine, où la santé humaine ne dépend pas forcément que de ce qu'on mange, mais d'où ce qu'on vit, et de ce qu'on mange et où est-ce qu'on a pris la nourriture. Donc, moi, c'est plutôt une bonne chose. Mais il ne faut pas non plus en faire ça devient, je veux dire, un credo qui effectivement devient un peu dangereux de temps en temps quand on en fait le Nitrisol, nous, on est extrêmement critique au niveau de la FES là-dessus, parce que c'est très, très difficile de noter un sol sur 3 critères, quoi. Comme on l'a dit, c'est quand même un élément d'une complexité rare. Par exemple, le sol est pollué, mais quelle est la bioavailabilité? C'est-à-dire comment le système, est-ce que les plantes vont être contaminées ou pas? C'est pas parce qu'un sol a du phosphore, par exemple, que vous avez du phosphore dans les plantes, parce que la phosphore est extrêmement difficile. Donc, c'est vrai qu'on va avoir une tendance à la simplification de ce genre d'indicateur qui n'est pas forcément crédible d'un point de vue scientifique. Et c'est toute l'ambiguïté. Hein. Nous, les gens qui travaillons sur le sol, on a une espèce de demande sociétale d'indicateurs simples, rapides, cohérents, très vite. Et attention, on est en face d'un truc qui est super complexe, très, très compliqué, que nous, on ne comprend pas complètement. Et donc, voilà, c'est cette dualité où il faut répondre, mais en essayant de répondre de manière la plus, la plus réelle possible, quoi. De la même façon que on a réduit pendant des années l'alimentation à un contenu en protéines, glucides et puis, on ne peut pas résumer les sols à quelques paramètres. Néanmoins, vous citiez Genesis, Quentin Sagnier, il n'est pas là pour répondre, donc on ne va pas trop insister, mais est-ce que mine de rien, il vous a pas mis un coup de pied aux fesses à tout le monde, vous, chercheurs, en vous disant, voilà, il y a une demande, moi j'y réponds, est-ce que ce n'est pas le signe? Est-ce qu'il n'a pas pris simplement le vent d'une époque qui pousse aujourd'hui? Il y a une demande sociale pour des analyses, et il faut vous dépêcher, vous, chercheurs, de proposer autre chose de mieux aux agriculteurs et aux collectivités. Je ne sais pas, Philippe? Philippe. Je peux répondre Chantal. Oui, Philippe ne veut pas répondre. Il n'y a pas bouché son micro, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Moi, je crois que je dirais que Pardon. Si. Bon, alors attendez, Chantal, laissez la parole à Philippe. Il y avait un léger décalage, un gros décalage. Ensuite, je vous redonne le micro. Allez-y, Philippe. Oui, je suis un peu loin, c'est pour ça. Oui, donc je disais qu'effectivement, moi, je suis d'accord avec votre expression. Il nous a donné un coup de pied au cul. En posant des bonnes questions, mais en apportant des mauvaises réponses. Comme l'a dit Alain, je ne veux pas refaire ce qu'a dit Alain, je pense que c'est vrai qu'on ne peut pas résumer le sol à 3 paramètres et à le synthétiser en un seul. C'est au-delà de la science, mais c'est au-delà de notre responsabilité de scientifique aussi. Parce que si je regarde par exemple la même chose un petit peu dans l'autre sens, l'indice de multifonctionnalité, notre responsabilité, nous, scientifiques, s'arrête à caractériser la satisfaction de certaines fonctions du sol, par contre, si c'est pas à nous à mélanger les torchons et les serviettes, c'est-à-dire d'essayer de mélanger la fonction du sol rétention en eau avec la fonction du sol production agricole. Ça, c'est une décision éminemment politique et c'est aux gens à prendre leurs responsabilités. Et là, on manque. Alors, on est en train de travailler sur des outils qui permettent aux gens de négocier la qualité des sols. Parce qu'à mon avis, ça se négocie à un certain niveau. Ouais. Pardon? De négocier la qualité d'un sol, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, parce que la qualité, c'est en fait une certaine caractéristique des sols par rapport à un usage que les gens en attendent. Or, tous les gens n'attendent pas le même usage des sols. Il y a des agriculteurs qui vont vouloir une production agricole optimale.
il y a les gens de l'environnement qui s'occupent de protection en eau, qui vont vouloir une régulation en eau maximale. Il y a ceux qui s'occupent de stocker du carbone, qui vont vouloir aussi quelque chose de maximal, et ce n'est pas les mêmes sols qui vont faire tout ça. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, il faut négocier la qualité des sols. Et là, je dis bien négocier, ce n'est pas scientifique du tout, c'est les politiques. Et ce qu'on essaye d'avancer maintenant, c'est de donner la meilleure information possible pour que les gens aient les cartes en main pour faire leur choix. Et que ce ne soit pas nous, scientifiques, dans un bureau, à faire le choix pour privilégier telle ou telle fonction du sol. Et c'est pareil pour la santé des sols. Je pense que c'est ce que disait Alain tout au début. D'où l'intérêt des sciences participatives, Chantal. Exactement. Oui, les sciences participatives s'inscrivent dans un processus de démocratisation des connaissances. Mais je voulais revenir sur indicateurs. En fait, je partage et je ne partage pas ce qu'a dit Philippe, parce que finalement, les indicateurs, on en a fait depuis très longtemps. Donc, peut-être qu'on n'a pas assez communiqué. Et je voulais citer une belle initiative qui a été prise l'an dernier de faire une expertise scientifique collective, pareil, un peu initiée par le GISOL, qui est de dire pour telle et telle politique publique, en regardant chacune des politiques publiques, voilà quels indicateurs on peut mettre à disposition, avec quelle équation, avec quelles données. Et donc, de plutôt donner un catalogue d'indicateurs en regard des politiques publiques plutôt que d'en mettre finalement 2 ou 3. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait progresser, qui a été initié il y a longtemps. Alors évidemment, peut-être qu'on ne communique pas assez, et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'avoir une telle émission, parce que ça donne un relais à des multiples initiatives, indicateurs des sols, sciences participatives, évolution des analyses. Vraiment, voilà, c'est vraiment peut-être la communication qui nous manque sur ce champ-là aussi. Voilà. Je ne vais pas vous dire le contraire, hein. Moi j'en vis. Si je peux me permettre, Frédéric, de compléter un point, c'est qu'il y a l'indicateur et la pédagogie de l'indicateur. C'est-à-dire, il y a aussi le fait qu'un indicateur, c'est un peu comme quand vous allez chez le médecin. Il faut croire ce que le médecin vous dit. C'est pas toujours évident. Quand un agriculteur, on lui demande de prendre juste 100 grammes de sol, de l'envoyer dans un laboratoire d'analyse de sol et qu'il reçoit les analyses 2 mois, 3 mois après, je trouve que c'est pas tout à fait pareil comme appréhension d'un indicateur qui l'aura peut-être par des sciences participatives ou par des conseillers agricoles qui auront été avec lui sur le terrain et qui auront peut-être mesuré l'indicateur, pas forcément avec lui, mais enfin, il aura vu le résultat. Nous, c'est ce qu'on fait pas mal actuellement. Et ben, ça a une autre portée. Je prends souvent le cas de l'infiltration parce que c'est un indicateur important. Hein. Le tassement des sols est une vraie menace pour les sols. Ben, si vous mettez, nous on a un outil qui s'appelle le Birkan, donc c'est juste un cylindre, vous mettez de l'eau dedans. Donc voilà, en termes d'indication, en termes de simplicité, c'est difficile de faire mieux. Eh ben, vous n'avez pas besoin non plus de dire à l'indicateur, d'interpréter cet indicateur. Soit l'eau, elle s'infiltre, soit l'eau, elle ne s'infiltre pas. Et donc, on le partage du coup. Et du coup, c'est une autre dimension que de dire juste un taux d'infiltration d'un sol. Parce que là, j'ai vu dans le questionnaire qu'il y avait des gens qui parlaient d'hétérogénéité spatiale. C'est un gros problème pour les agriculteurs souvent. Dans un coin, ça pousse moins bien que dans un autre. Pourquoi ? De temps en temps, j'étais dans le Gers, on a fait ça, et tout de suite, on a vu que l'eau ne s'infiltrait pas. Donc après, on peut discuter avec lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre une lame, il ne faut pas mettre une lame. Après, c'est une discussion. C'est ça que, dans cette discussion d'indicateurs, ce n'est pas un truc qu'on assène comme ça d'un coup et que l'agriculteur doit se prendre. C'est vraiment un échange qui doit être fait entre le scientifique. On n'a pas été très bon là-dedans, hein, soyons clairs. Les scientifiques n'ont pas forcément été des gens de terrain là-dessus. Et ça change, hein, mais on a un vrai effort là-dessus de communication. Et communication, pas forcément qu'avec l'agriculteur directement, hein, c'est aussi les instituts techniques, les laboratoires, enfin bref, tout cet écosystème qu'on doit peut-être revoir en termes d'interaction. Alain, c'est peut-être pour vous. Rapidement, il y a pas mal de questions sur l'eau. Sabine Martin, donc je tire le fil de l'eau jusqu'au bout. Est-ce que la bonne échelle du référentiel, ce ne serait pas le bassin versant ?
un bassin versant? Alain ou Philippe? Ou alors la question… Je pense que c'est Philippe peut-être. Alors Philippe. Peut-être plus. Effectivement, le bassin versant est un bon candidat à l'échelle favorable pour décider, mais je pense qu'encore une fois, ça dépend un petit peu du problème. Là, on parle effectivement d'aire de captage d'eau potable. Là, effectivement, là, c'est le bassin versant, les agriculteurs, les aménageurs qui se réunissent pour essayer de conserver la qualité de l'eau. Donc, effectivement, c'est l'échelle pertinente. Mais dans le même ordre d'esprit, vous allez peut-être avoir la communauté de communes aussi, qui est aussi une échelle intéressante à prendre en compte. Je dirais que ça dépend du pool de décideurs. Mais en tout cas, moi, je converge avec l'affirmation d'Alain qui dit qu'effectivement, le local, c'est très intéressant. Parce que je pense qu'effectivement, c'est moins spectaculaire que les grandes cartes à l'échelle mondiale ou européenne, mais c'est beaucoup plus efficace pour aller vers une transition écologique intéressante qui va préserver nos sols et nos eaux. Allez, demain, les commissions locales de l'eau s'appelleront commissions locales de l'eau et des sols, mais a priori, les agences de l'eau travaillent aussi de plus en plus sur les sols. Je voudrais aborder un point qui revient souvent dans les questions, c'est l'érosion. Jérôme Pelfort, Maria Dolores, Montiel-Fernandez, vous la mesurez, on la mesure, il y a une demande là-dessus, il y a une crainte sur le département quant à l'érosion? Nous, directement, non, on n'a pas de demande dans ce domaine-là. C'est vrai que c'est un bruit de fond qu'il y a au niveau des agriculteurs en permanence depuis très longtemps. Mais à part les conseillers agricoles qui travaillent avec eux, en termes de laboratoire, nous, on ne demande pas ce type de paramètres. Comment on la mesure, Philippe, Alain, l'érosion? Il suffit de regarder, d'aller sur le terrain, on la mesure du ciel, ou il y a des paramètres annonciateurs intrinsèques de l'érosion, Philippe? En fait, l'érosion, c'est assez difficile à mesurer. Il y a des observatoires à l'INRAE qui font ça, hein, notamment à côté de Montpellier, où on mesure l'érosion, mais c'est des dispositifs très lourds qui ne peuvent pas être transposés. C'est pour ça qu'on passe par des liaisons entre des caractéristiques de sol et puis des propriétés mécaniques du sol. Alors, il y a un indice qui est bien connu, qui est l'indice de stabilité structurale, qui apprécie la capacité du sol à résister à la pluie et à la désagrégation par la pluie. Cet indice, il est assez bien connu, il est dans certains catalogues de laboratoires, il a été mis au point par notre collègue Yves Le Bissonnet. Donc ça, c'est effectivement une ressource, mais ce n'est pas la seule, puisque pour apprécier l'érosion, il faut replacer le sol dans son paysage, à savoir qu'il y a d'autres facteurs que les propriétés intrinsèques du sol qui déterminent les risques d'érosion, notamment la position topographique, bien sûr, si on est en pente ou si on n'est pas en pente, et puis aussi le paysage agricole. Si on est en open fluide avec un remembrement qui a complètement enlevé les haies, ben on a plus de chances d'avoir un sol qui va s'éroder que si on a un sol aménagé, un paysage aménagé avec des haies, des fossés, comme on en rencontre encore, heureusement, dans certaines campagnes françaises. Ouais, je reviens de la Réunion, là, donc, où il y a une topographie assez forte. Et moi, j'ai été épaté par le niveau d'érosion, quoi. C'est dantesque, hein, comme on voyait dans des mêmes endroits, il y avait une culture de canne à sucre et un maraîchage. On avait quasiment 80 cm de différence, juste l'un à côté de l'autre, quoi. Pourquoi les sols. Il laboure trop comme Oui, en maraîchage. Oui, on laboure trop. Oui, on laboure trop et on laboure dans le sens de la pente. Oui, c'est mieux là, vous êtes plus haut, c'est mieux. Oui, on laboure trop et on laboure dans le sens de la pente. Donc, ce qui est difficile pour un tracteur d'être… c'est pas un DAU, hein, donc il a quelques difficultés à le faire. Mais… Et puis, les gens qui ne veulent pas labourer, on a discuté pendant une demi-heure avec une agricultrice qui faisait du maraîchage à 1500 mètres avec les sols de beurre là, que je te parlais, là, qui étaient les sols andins. Et elle voudrait essayer d'avoir d'autres techniques, mais son père l'en empêche, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui est fait, mais il y a une société qui existe, hein, et avec ses propres
limite, on a un vrai problème générationnel là-dessus, je pense, dans le monde agricole, parce que le labour, c'est propre, ça fait quelque chose, il y a pas de mauvaises herbes, il y a une vision quand même assez hygiéniste des sols qui est très ancrée et qui fait que c'est difficile de temps en temps de dire à des gens, non, il ne faut plus labourer, en tout cas, il faut moins, il faut trouver d'autres techniques. Donc, ça prend ce temps-là. Le problème, c'est qu'on n'a pas un temps infini devant nous, quoi. Ouais. Et la perte des sols, je pense que Philippe, tu connaîtras mieux les chiffres que moi, mais c'est quand même c'est énorme à l'échelle. C'est la première menace des sols, enfin sur les sols, l'érosion. Philippe? Oui, effectivement, c'est une menace très, très importante qui effectivement est amplifiée par des systèmes agricoles qui ne sont pas très adaptés. On en a dans l'Occitanie notamment, quand on voit sur les coteaux du Gers ou du Lauragais les pentes très fortes avec des cultures qui sont laissées nues pendant très longtemps. Ça, c'est des facteurs qui sont très, très défavorables et qui entraînent énormément de sols et qui sont perdus et qui repartent dans les cours d'eau ou vont envaser des retenues d'eau. Mais sans voir un sol, sans être allé dessus, sans le regarder par satellite ou par avion, est-ce qu'une analyse de sol, des paramètres physico-chimiques ou biologiques, permet de vous dire que là, à un moment, il y a eu trop de labour, que là, à un moment, on a trop retourné? À quoi on peut mesurer, à quoi on sait, comment on sait qu'un sol a été trop travaillé? La structure du sol, c'est le labour. Il faut bien comprendre qu'un sol, c'est... Marc-André Sellos le dit souvent, mais c'est des gros trous, des petits trous. Enfin, je veux dire, il y a une hydrologie du sol, des macropores, des micropores. C'est d'abord une structure physique dans laquelle, qui est un habitat pour la biodiversité. Donc, plus le sol, il a des trous et des petits trous, des gros trous, donc la biodiversité peut y aller, mais tous les flux, les éléments minéraux, l'eau. Donc, le labour déstructure ça. Ça enlève cette continuité porale, ça enlève cette... c'est une vraie... quelque part, de temps en temps, je trouve que c'est une vraie blessure du sol, quoi. Enfin, maintenant, je comprends qu'on le fasse, il y a des sols qui se tassent. Je veux dire, je suis pas dans une dichotomie. Le labour, c'est mal et le non-labour, c'est bien. Mais disons des labours peut-être moins fréquents, des labours plutôt en surface, du herçage. Enfin, il y a des différentes techniques pour diminuer le tassement. Mais en gros, pour la biodiversité, c'est le premier facteur. C'est plus important que le glyphosate. Je suis désolé de le dire, mais le labour, et que le labour, c'est plutôt en agriculture bio qu'on le fait, et le glyphosate, on le met par exemple dans des agricultures de style semi-direct. Donc, moi, je trouve qu'on n'en parle peut-être pas encore assez, mais c'est un vrai souci. Alors, Marc-André Sellos a lourdement insisté hier, et notamment sur les mycorhizes et sur le fait que le labour détruit aussi ces liens mycorhiziens. Est-ce qu'il existe justement un indicateur de mycorhisation qui pourrait nous dire s'il y a eu labour ou pas? C'est plutôt un proxy, c'est-à-dire que on n'a pas besoin forcément de mesurer la mycorhize, mais s'il n'y a plus de structure de sol, la mycorhize, elle ne peut pas se faire. Il faut une continuité de sol. Donc, si vous détruisez, voyez, s'il y avait une table, vous pouvez mettre des assiettes dessus. Si la table, vous la mettez en morceaux, il n'y a plus de structure, il n'y a plus rien pour que la biologie du sol, elle puisse se mettre dessus. Donc, tous les éléments de mesure de structure, qui soient la stabilité des agrégats dont parlait Philippe, ça, c'est un point extrêmement important. L'infiltration des sols dont je parlais tout à l'heure, le fait de faire des petits profils de sol, il y a des tests bêches qui sont relativement faciles à faire, qui vous montrent déjà que un sol, on voit où est-ce que les racines y vont, est-ce que les racines elles sont qu'en surface, ou est-ce que les racines elles pénètrent l'ensemble. Donc il y a des petits tests comme ça qui ne sont pas forcément des tests de laboratoire, qui peuvent être faits directement sur le sol, système, et le test bêche peut être fait par l'agriculteur et qui lui permet de déjà mieux connaître du sol. Et c'est vrai que, je vais le dire peut-être de manière, mais tous les agriculteurs ne font pas des trous dans leur sol. C'est parce qu'ils n'ont pas le temps forcément. Quand vous avez des grandes surfaces comme ça, vous avez d'autres. Mais donc la connaissance du sol, elle n'est pas je dirais pas si fréquente. Je connais pas tout le monde agricole, je suis loin de ça. Donc il y a des agriculteurs très conscientisés sur les sols, d'autres qui le sont moins. Mais voilà, il faut réapprendre d'où les plantes viennent, quoi. Donc c'est un peu peut-être brutal à le dire, mais c'est un point absolument majeur. Je voudrais terminer par une question simple. Est-ce que tous ces indicateurs, toutes ces mesures de sol, on a parlé de référentiels, mais est-ce qu'elles sont normées?
En France, on norme tout. Dans le monde occidental, on norme tout. Est-ce qu'il y a des normes AFNOR ou d'autres normes sur lesquelles, je ne sais pas, Jérôme Pelfort, Maria Dolores, vous vous référez à une norme réglementaire en matière d'analyse de sol? Oui, tous les paramètres ont une norme qu'OFRAC à respecter, une norme AFNOR sur laquelle on se base avec une, deux ou trois méthodes maximum par paramètre pour pouvoir les analyser, et on doit, en toute logique, on se fait accréditer pour pouvoir délivrer ces résultats de manière les plus correctes possibles, quoi. Non, je pose la question parce à entendre tout le monde, c'est une science en soi finalement que l'analyse des sols, qui est très évolutive. Ce qu'on analyse aujourd'hui, on l'analysera différemment demain. Pour le législateur, pour le juge, pour le réglementaire, oui, c'est compliqué. Est-ce que demain, il faudra modifier la normalisation de toutes ces analyses? Voilà, je pose la question, mais il n'y a peut-être pas de réponse. De toute façon, on arrive à la fin. Apparemment, il n'y a pas de réponse. Il y a aussi les observations de sol qui sont normalisées. N'oublions pas les observations. Les observations de sol, oui. Oui. Et les prélèvements aussi. Et les prélèvements, donc tout est normé. Chantal. Il y a l'analyse, mais aussi finalement le seuil à partir duquel on va dire c'est bien, c'est pas bien. Donc finalement, c'est par rapport aux politiques, par rapport au protocole, ça c'est vraiment assis par des normes AFNOR, etc. Mais les seuils d'interprétation vont changer suivant les contextes sociétaux, législatifs, etc. Donc, ne voyons pas l'évolutivité sur tout, quoi. Il y a des choses qui sont quand même bien stabilisées et sur lesquelles s'appuyer. Bon, me voilà rassuré. Ainsi, l'équité règne en la matière. Chaque citoyen de la République est logé à la même enseigne quant à ses analyses de sol. Merci à vous tous et toutes. Demain, Chantal, ça va vous faire plaisir, hein. Toute la journée est consacrée à des rencontres entre chercheurs et agriculteurs, ici à l'ENSAT, notamment entre 10h et 12h30, un forum agriculteurs-chercheurs. Je tenais à remercier les sponsors qui sont là en dessous, l'Europe, la région Occitanie, le département de Haute-Garonne, l'agence de l'eau Adour-Garonne, l'ADEME, l'Office français de la biodiversité, la Chambre d'agriculture Occitanie, l'ENSAT qui nous accueille toute la journée, et le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Rendez-vous à 11h30, si vous le voulez bien, seconde émission, 25e C'est dans le sol. Quelle fertilisation durable? Qu'est-ce que la fertilisation? Qu'est-ce qu'une fertilisation durable? Voilà, encore une question fort intéressante, et vous verrez avec des interprétations fort différentes d'un intervenant à l'autre. Vous pouvez donc momentanément reprendre une vie normale. Merci. Quant à moi, de retour dans une demi-heure. Au revoir.